Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la présentation des nouveautés associées à la mise à jour de juin 2023, donc des nouveautés Syracuse. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Mathilde et je suis Marketing Product Manager pour Alfeo. On va commencer sans tarder. Avant que j'oublie, si vous avez des questions qui vous viennent pendant ma présentation, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire ou alors vous nous les envoyez par mail et on reviendra vers vous, après le webinaire. On vous répondra par mail sans aucun souci. C'est parti. Au sein de cette mise à jour, il va y avoir 2 gros modules, que je ne vais pas vous présenter, en entier, tout simplement parce qu'il y aura des webinaires dédiés à ces modules-ci, qui vont arriver, dans la suite. Donc je vais pas m'appesantir, trop longtemps dessus. Il y a déjà beaucoup de choses, je je suis pas certaine qu'on tienne les délais. Donc on va vraiment se concentrer sur, les nouveautés qui font partie de Syracuse et qui ne sont pas de nouveaux modules et surtout les nouveautés sur lesquels on ne va pas revenir avec des webinaires dédiés. Donc, côté portail, on a plusieurs nouveautés qui concernent l'expérience de recherche enrichie. Donc, on va parler autorité, on va aussi parler des newsletters, on va parler des podcasts de Radio France et on va parler de la recherche au cœur du cœur. Euh, je ménage mon effet. Ensuite, on va parler services personnalisés et on a fait beaucoup de rangements. Donc, vous allez voir, on a toutes les alertes au même endroit. Et on a également toutes les suggestions d'achat au même endroit. Et puis pour finir, on a procédé à un relooking complet de l'organigramme. Côté pro, on a beaucoup travaillé sur les thésaurus, avec une extension du modèle de données et surtout avec la synchronisation possible avec des thésaurus externes. On a aussi des traitements plus rapides et plus efficaces, donc notamment un nouveau profil d'export Excel Zone, excusez-moi, des imports partiels qui sont maintenant possibles et également des traitements en série multirègles. On a rajouté quelques petites choses pour être encore plus en accord avec le RGPD. Et puis en bonus, bonus surprise pour celles et ceux qui auront le courage de rester jusqu'au bout, on va vous montrer, je dis on parce que spoiler, Alice va venir et va vous montrer des aires de recherche dédiées au mouvement de circulation. C'est parti. Une des grosses nouveautés de cette mise à jour, c'est le module formation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un gros module qui fera l'objet d'un webinaire dédié, de manière à ce que vous puissiez vraiment voir toutes les applications et toute la façon dont ça fonctionne dans le détail. Donc voilà, donc ce webinaire aura lieu le 11 juillet. Je vais quand même vous en parler un tout petit peu maintenant pour vous donner envie déjà de vous inscrire au webinaire du 11 juillet. Et puis aussi bah, on est ici dans un webinaire de présentation des nouveautés, donc ce serait quand même dommage que je présente pas les nouveautés. Je suis donc connectée ici en tant que Jeanne, donc qui est collaboratrice du Knowledge Hub, et je vais pouvoir, grâce à un scénario ici, consulter mon catalogue de formation, enfin le catalogue de formation proposé par le Knowledge Hub. Ici, c'est un scénario, mais vous le verrez dans la présentation du 11 juillet, on peut tout à fait imaginer une autre mise en valeur avec une page dédiée aux formations ou alors un encart de présentation des formations disposé sur la page d'accueil, pourquoi pas. Enfin, voilà, on vous montrera tout un tas de possibilités. Et donc en attendant, moi je vais faire une recherche sur l'écologie. Je voudrais une formation sur l'écologie. J'ai donc ici toutes les formations qui correspondent à ma recherche écologie. Donc je vois que j'en ai un certain nombre, certaines avec les inscriptions closes, d'autres avec les inscriptions encore ouvertes, donc quand il reste de la place, d'autres plus de place. Et donc je vais aller regarder plus précisément ici sur cette formation-ci qui m'intéresse particulièrement. Donc je vois que j'ai les informations classiques qui apparaissent ici avec la localisation, le public visé, etc. etc. Donc c'est très clair et très convivial. J'ai ici la géolocalisation au cas où je voudrais savoir où ça se trouve exactement. Et là j'ai la possibilité de m'inscrire.
à cette formation. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer dessus et puis je vais ensuite choisir un compte pour que le mien s'affiche tout de suite. Et puis ici, j'ai un champ qui est, encore une fois, c'est personnalisable, hein, vous pouvez le mettre ou pas le mettre, faire comme vous voulez. Donc là, nous, on a décidé de paramétrer ce champ-ci pour éventuellement transmettre une information au formateur. Et donc, on peut transmettre n'importe quelle information ou question au formateur. Donc, eh ben, pourquoi pas, je vais poser la question que tout le monde pose à chaque fois et pour cause. Il y a de bonnes, il y a de bonnes raisons à ça. Y aura-t-il un replay? Donc, quand on pose la question à Alfeo, il y a toujours un replay à tous nos webinaires. Donc, voilà. Mais là, je suis pas sûre, puisque c'est pas Alfeo qui donne cette conférence. Je valide ensuite et puis je peux éventuellement rajouter un collègue ou une collègue et puis je clique sur suivant tout simplement. Donc là j'ai les différentes étapes qui s'enchaînent et je vais finir par envoyer ma demande d'inscription à cette formation. Voilà, donc ensuite, très rapidement, je peux vous montrer comment ça se passe au niveau du compte utilisateur, hein. Donc là, moi, je suis connectée encore une fois en Jeanne. Je peux tout à fait ici dans mon menu, je trouve une nouvelle entrée, formation, dans laquelle je vais retrouver toutes les formations auxquelles je me suis inscrite, qu'elles soient à venir ici ou passées. D'accord? Et donc j'ai ici le statut de mon inscription et les attestations ici d'inscription. Donc si la session était déjà passée, j'aurais une attestation de présence ou de non-présence. Et puis là, je peux tout à fait cliquer pour modifier mon inscription si jamais, ou alors l'annuler si je me suis trompée. Ok? On va aller regarder côté pro très rapidement comment ça se présente. Donc, je suis ici côté pro en tant que professionnelle du Knowledge Hub et je me retrouve ici. Donc, j'ai une nouvelle entrée de menu dédiée à la formation où je peux avoir à la fois le catalogue de mes formations et le suivi des inscriptions à mes différentes formations. Donc ici, je retrouve évidemment toutes mes formations et je retrouve ici les personnes qui se sont inscrites. Donc là, je retrouve bien la demande de Jeanne pour son inscription ici sur quelle énergie de demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement valider son inscription ici. Je vais vous montrer ici le catalogue de formation pour que vous voyez un petit peu quand même. Hop, donc là pour le moment j'ai pas beaucoup de formations disponibles. Donc vous voyez il y a deux affichages possibles, en calendrier et en liste. Et donc en liste je retrouve ici toutes les formations que je propose pour le moment. D'accord? Et puis si je vais ici sur le changement climatique, eh bien, je vais pouvoir gérer les inscrits et je vais bien retrouver ici Mademoiselle Janalise. Alors c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Hop, hop, voilà. Où là, du coup, j'ai bien l'inscription validée de Janalise ici. Et je peux aussi rajouter une inscription, d'accord, de manière tout à fait facile. Je recherche dans l'annuaire n'importe qui, et puis voilà, je trouve les personnes que je cherche, je peux valider et continuer comme ça sur tout mon process. On voit ici que j'ai les feuilles d'émargement, d'accord? Donc si je veux, je peux télécharger une feuille d'émargement. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses que j'ai envie de vous montrer, mais il ne faut pas que je vous en montre trop. Voilà, je vous donne rendez-vous le 11 juillet pour assister au webinaire que Alice et moi allons donner dédié à ce module formation. Autre gros module de cette mise à jour, le module de veille et curation de contenu. Là encore, je vais passer assez vite parce qu'il y aura un webinaire dédié. Donc là, on n'a pas encore la date, mais ça devrait arriver très bientôt. Euh, et ça va nous permettre de bien vous montrer toute la richesse de ce module et comment l'intégrer à vos process actuels, etc. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu ici. La preuve, je suis déjà sur le tableau de bord dédié à la veille et à la curation, où je retrouve donc mes raccourcis vers, donc là c'est une veille documentaire, hein,
sur l'écologie, où je retrouve mes raccourcis vers mes articles non lus. J'ai les accès rapides par rapport aux différentes données de ce nouveau module. Et puis j'ai ici des petites stats sur voilà, la répartition des articles que j'ai pas lus en fonction de la source d'origine, le nombre d'articles que j'ai capitalisés, etc., etc. Tout en étant très rapide, donc on a ici, on voit ici qu'on a une entrée de menu dédiée, agrégateur RSS. Parce que ce module de veille et de curation, c'est en fait un module d'agrégation de flux RSS. D'accord, donc vous avez la possibilité de regrouper dans Syracuse tous vos flux RSS, y compris vos flux InnoReader, donc un flux RSS déjà d'un agrégateur de flux RSS. Vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment, vous avez la possibilité de tout rassembler à l'intérieur de Syracuse et surtout de faciliter la diffusion de vos articles, de veille. Donc là, je suis dans mon entrée dédiée, hein, donc là, je recherche tous les articles. Voilà, donc là, j'ai une interface très simple avec la liste de mes flux ici, leur état, non lu, lu, donc de manière tout à fait intuitive, ce qui n'est pas lu, c'est en gras pour que je clique dessus, et ce qui est lu, c'est en pas gras. Ici, le petit point de couleur, ça dit que ça a été publié, et ce qui n'a pas été publié, c'est en gris, tout simplement. J'ai ici mes différentes catégories de, d'articles. Je peux aussi trier par date de parution, donc là, est-ce que c'est publié, pas publié, si j'ai mis un contrat particulier, etc. etc. Donc voilà, donc là, juste pour vous montrer, je vais replier ça pour avoir plus de place. Donc les types de flux qu'on peut avoir, c'est des types de flux RSS publics, hein. D'accord, les échos, économie, voilà. Ça peut être aussi des types de flux InnoReader, donc comme je vous disais, donc ça récupère des flux RSS d'un agrégateur de flux RSS. Ça peut être des alertes Google, ça peut être des chaînes YouTube aussi. Voilà. Donc dans l'idée, on peut vraiment suivre beaucoup de choses et tout retrouver ici à l'intérieur de Syracuse. Pour lire un article, eh ben, j'appuie sur le petit plus, je lis l'article en question. D'accord. Voilà, je peux en lire plusieurs. Je peux aussi juste cliquer dessus et faire visualiser. Ok. Et puis, si j'en vois un qui m'intéresse particulièrement, que je visualise et qui me plaît beaucoup et que je veux partager à mes utilisateurs, je peux cliquer ici sur publier. Ça me crée une notice, d'accord? Voilà, aussi simplement que ça, avec toutes les informations de l'article déjà renseignées. D'accord? Moi, j'ai plus besoin là-dedans que de compléter avec une classification locale, avec alors là la date de l'article. Je pense que j'aurais même pu faire remonter la date de l'article directement. J'ai ici un onglet de diffusion au cas où j'ai en place un workflow de validation. Si je veux le mettre dans une sélection, etc. Si je veux que ce soit exporté au portail ou pas, etc., etc. Je peux vraiment faire beaucoup de choses. Et donc là, ensuite, bah, j'ai plus qu'à enregistrer et l'article est dans ma base. Donc on va le faire jusqu'au bout. Donc là, je vois que la notice est bien exportée au portail. On va dire que c'est en état vérifié et validé. Et puis, je vais enregistrer l'article en question. Donc vous voyez la mini-vignette apparaît ici. Et puis, je retrouve ici le permalien du coup de ma notice. Donc le permalien, ça c'est une des nouveautés précédentes. Ce petit lien ici me permet d'avoir le lien au portail de ma notice. Donc ensuite, j'ai plus qu'à l'ouvrir ici et je vois que eh bien, je suis sur mon portail et que l'article est disponible. Je vais revenir ici, hop, sur ma notice et surtout sur tous mes articles ici. Donc je vois que cet article-là est passé en publié, d'accord? Et donc je peux ici
j'ai le bouton qui s'est mis, lien vers l'article dans la base documentaire, donc comme j'en viens, je vais pas recliquer dessus. Mais voilà, vous avez compris le principe. Et si je vais regarder ici dans mes flux, donc d'avoir la liste des flux que je surveille, et ben, je les ai tous ici. Et en fonction de la petite couleur, et ben, je vois si, s'il fonctionne, s'il fonctionne pas, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment c'est très, très simple, hein. Je suis en train de faire le webinaire là, faut que je m'arrête, mais vous voyez, c'est vraiment, vraiment super facile. C'est-à-dire que je rentre ici, le titre que je veux, je mets le lien, RSS, je peux décider si je publie automatiquement les articles, à quelle fréquence je surveille, je leur mets une catégorie par défaut, et cetera, et cetera. Je peux même mettre un système d'authentification pour consulter les articles. Donc vraiment super simple. Et là, dans le suivi, eh ben, je vois exactement quand est-ce qu'il a été moissonné pour la dernière fois, la date du dernier moissonnage, vous voyez, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que sinon après, le webinaire ne sert plus à rien. On passe donc aux nouveautés côté portail et on commence par les enrichissements de la recherche. Donc, première nouveauté dont je veux vous parler, c'est l'indexation des newsletters. Vos newsletters deviennent des objets documentaires à part entière et peuvent donc être inclus à l'intérieur de vos recherches. Donc par défaut, elles vont remonter dans le scénario partout. Je répète, par défaut, quand vous allez installer la mise à jour, vos newsletters vont remonter dans votre scénario partout, à condition que vous ayez un scénario partout évidemment, comme en tant que, que type de document spécifique. Si vous ne voulez pas que ces newsletters remontent dans votre recherche partout, je vous invite à aller regarder dans la note de mise à jour qui a été publiée sur le site de la communauté et à l'endroit où on parle de l'indexation des newsletters. Alice a mis un article qui vous explique comment faire si vous ne voulez pas que vos newsletters remontent dans votre scénario partout. Quand je dis scénario partout, en fait, c'est le scénario dont le code est default. Donc, c'est votre scénario par défaut. Donc, nous, ça nous intéresse bien qu'elles remontent ces newsletters ici. Donc, je vais faire une recherche classique sur mon scénario partout et je vais voir ce qui remonte. Donc j'ai tout un tas de choses. Et si je vais ici dans type de document et que je déplie ma facette, je vois ici que j'ai deux numéros de newsletter qui vont remonter. Donc si je sélectionne ce type de document, je me retrouve avec les deux newsletters qui ont été publiés à propos, du coup, des énergies éoliennes. Donc je vais prendre la plus récente. Et donc, je vais regarder et effectivement, je vois que dans cette newsletter, on me remonte, quelques ouvrages à propos de l'énergie éolienne et puis surtout, voilà, il y a le dossier du mois ici qui est dédié à l'énergie éolienne et en particulier, l'éolienne en mer. Ici, j'ai fait une recherche classique, mais j'aurais tout à fait pu mettre mes newsletters en valeur dans une autre recherche capturée, que j'aurais pu mettre sur n'importe quelle page de mon portail. Donc là, ma recherche, c'était l'énergie éolienne en mer, mais si j'avais voulu faire quelque chose de plus précis, j'aurais pu sélectionner eh bien, juste les newsletters et puis peut-être les livres numériques et les podcasts, pourquoi pas, et j'aurais appelé ça l'énergie éolienne en ligne. Et comme ça, vous auriez eu une recherche capturée qui aurait ramené en même temps tout un tas de ressources consultables en ligne. Je vous ai parlé des podcasts, c'est parce qu'il s'agit de la prochaine nouveauté que je vais vous montrer tout de suite. On va donc aller sur ce dossier. Donc on se retrouve ici sur le dossier dédié à l'éolien, et en particulier à l'éolien en mer. Et ici, là, sur le côté, j'ai en place une recherche capturée, donc ce dont je vous parlais à l'instant, pour mettre en valeur des podcasts autour du thème de l'éolien. Voilà. Ça, c'était possible parce que nous avons à présent un nouveau connecteur qui est assez extraordinaire et qui vous permet de référencer au sein de votre Syracuse euh, près de 40 000 podcasts de grande qualité et sur tous les sujets ou presque. C'est grâce à notre nouveau connecteur Radio France.
Ici, c'est une recherche capturée pour les mettre en valeur, mais vous pouvez aussi avoir un scénario dédié qui vous donnera en standard toutes les bonnes facettes, tous les bons formats d'affichage, etc., etc. Donc on va aller voir tout de suite parce que ce scénario-là, évidemment, on l'a en place sur notre plateforme. Donc voilà, donc les facettes standards dont je vous parlais, c'est la facette station, la facette producteur, animateur, les émissions, les sujets, les invités, etc., etc. Donc ça, c'est super chouette. Et en standard également, vous avez un affichage court, donc comme celui-ci, d'accord, avec un résumé de l'épisode, la durée, de quel épisode il s'agit si c'est une série, et puis ici, la chaîne. Vous avez la possibilité directement ici d'écouter le podcast, donc ça vous envoie sur le site de Radio France. Et puis si vous allez plus loin dans la consultation et que vous rentrez dans le détail, eh bien vous avez un format d'affichage long qui est pareil, qui est délivré en standard et donc qui vous permet d'avoir des informations pertinentes tout de suite et puis ensuite regrouper dans deux onglets différents, une description de l'épisode en question, d'accord, avec ici toute la description, et dans un autre onglet, une description rapide de l'émission. Ok. Vous avez la possibilité ici d'écouter le podcast donc directement sur le site de Radio France, mais vous avez aussi ici la possibilité de l'écouter à l'intérieur de votre Syracuse. D'accord? Si je clique ici, alors vous l'entendez pas. je- Hop. Vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. J'ai le petit jingle qui se lance. C'est pour ça que j'ai mis sur pause. Euh, vous pouvez donc écouter le podcast directement dans votre Syracuse ici. Si vous voulez en savoir plus sur ces podcasts et sur ce connecteur Radio France en particulier, je vous invite à aller regarder le webinaire qu'ont donné Marie-Delphine et Morgane sur ce sujet. Donc oui, Marie-Delphine et Morgane appartiennent à Biblio On Demand, et bien tout simplement parce que c'est Biblio On Demand qui commercialise ce connecteur-ci. Je reviens ici sur ma page d'accueil pour vous montrer la prochaine nouveauté, donc qui concerne aussi la recherche. La prochaine nouveauté, c'est une recherche que moi j'appelle la recherche au cœur du cœur. Voilà, ça fait un petit peu dramatique. C'est une recherche qui va vous permettre de rechercher à l'intérieur des documents multimédia rattachés à vos éléments documentaires. Donc, d'où le nom au cœur du cœur. Donc, c'est très simple, je vais vous montrer, hein. Donc, là, dans la base de connaissances, je vais rester sur mon exemple d'énergie éolienne. Et donc là, remonte tout un tas de documents et rapports autour de l'énergie éolienne. Et si j'en sélectionne un pour aller le voir plus en détail, eh bien, si je descends ensuite dans sa notice et que je me retrouve sur son document multimédia rattaché, je vois que sont surlignés les termes que j'ai tapés dans ma recherche. Voilà, donc là, en termes de gain de temps, c'est pas mal du tout. Et donc, ça me permet tout de suite de voir où dans ce document on parle d'énergie éolienne. Et donc voilà, donc là j'ai tout de suite l'information. La nouveauté suivante concerne les autorités. Déjà avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une autorité? C'est très simple, une autorité c'est tout ce qui fait autorité, on n'aurait pas pu faire plus tautologique, sur vos éléments documentaires. Donc faire autorité, ça veut dire avoir participé d'une manière ou d'une autre à l'intégrité de la chose. Donc on peut parler des auteurs, on peut parler des contributeurs, des chercheurs, des orateurs, des compositeurs, de l'œuvre aussi. D'accord? Donc tout ce qui est autour du document et qui est responsable de son existence d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc ici, je suis sur une plateforme dédiée aux universités et aux grandes écoles et je suis connectée en tant que professeure ici. Donc Hélène Cléry, professeure émérite. Et je trouve les ouvrages de Michael Aguilar tout à fait pertinents pour les cours que je donne. Donc je vais aller rechercher Aguilar dans la base de mon Learning Center. Et donc là, je vois la première nouveauté que donc les autorités, donc en l'occurrence ici l'auteur, remontent dans ma recherche globale de documents. Ça, c'est la première nouveauté. Les autorités peuvent remonter, elles ne remontent pas automatiquement, hein, il faut que vous le paramétriez comme ça. Donc les autorités remontent au sein de votre catalogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous allez cliquer
sur le détail d'une autorité, vous allez donc avoir la biographie, les notes éventuellement, vous pouvez faire apparaître tous les champs que vous souhaitez ici, et puis vous allez pouvoir leur rattacher des documents primaires. Donc ici, c'est le site internet de Michael Aguilar, donc, qui est un conférencier qui est très prolifique et qui a énormément d'influence, et donc il y a un site internet au top, on peut le voir ici. Ça aurait pu être des documents, ça aurait pu être des CV, enfin, ça aurait pu être tout un tas d'autres choses, d'accord? Pour un compositeur, ça aurait pu être un extrait des images qu'il fait, ça aurait pu être un portfolio pour un créateur. Voilà, il y a tout un il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça se comporte comme une notice, en fait, comme un élément documentaire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme notice, classique. Donc à partir de ce moment-là, on peut lui rattacher, absolument tout ce qu'on veut, le faire apparaître au portail ou pas, en fonction de ce qu'on veut et en fonction de à qui on s'adresse. On passe maintenant aux nouveautés qui concernent les services aux utilisateurs, donc qui ont été encore améliorés. La première des nouveautés, en fait, toutes les nouveautés que je vais vous présenter concernent des notions de rangement. Donc j'étais très contente de cette nouveauté parce que j'aime bien beaucoup, moi, tout ce qui est rangement. Donc on a rangé, et donc la première chose qu'on a rangée, c'est les abonnements à n'importe quoi. Donc ça peut être des abonnements, à des DSI, donc des recherches publiques que vous avez pu créer, mais aussi des abonnements à des newsletters, des abonnements à des blogs, à des commentaires de pages. En fait, toutes les alertes auxquelles vos utilisateurs et vous pouviez vous abonner, tout a été regroupé au même endroit. Et cet endroit, c'est ici, donc dans le compte utilisateur, ici, avec la petite cloche là, on a tout regroupé dans Alerte. Et si je vais sur la rubrique en question, je me rends compte que tout est listé ici et que j'ai un interrupteur tout simple qui me permet de m'abonner ou de me désabonner très 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 facilement. Et chacune de mes alertes, en fait, donc en fait des flux d'informations auxquels je peux être abonné en tant qu'utilisateur, est également rangée dans une catégorie. Donc j'ai des catégories classiques, du type blog ou bien mes recherches personnelles, celle-ci, elle bouge pas. En revanche, j'ai aussi des catégories personnalisées, et donc que, en tant que professionnel, de Syracuse, vous pouvez personnaliser. Donc là, par exemple, j'ai installé, une catégorie qui s'appelle «Découvrir nos livres en ligne», où j'ai, les nouveaux livres sur les liseuses et j'ai des e-books, en marketing stratégique. J'ai également les ouvrages, des professeurs. J'ai, des recherches, sur, les nouveautés. Voilà, ce genre de personnalisation, je vais vous montrer, comment ça se paramètre, d'accord? C'est facile, vous allez voir. Voilà. Dernière chose sur cet espace-ci, c'est une nouveauté qui répond aux exigences gouvernementales en termes d'éco-conception, notamment sur le fait qu'un utilisateur doit pouvoir régler très précisément et très facilement les notifications qu'il veut recevoir. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on reçoit un mail qu'on ne veut pas recevoir et sur lequel on clique se désabonner et on arrive sur un truc complètement illisible où alors il faut choisir quel truc on s'abonne, quel truc on s'abonne pas. Voilà, on a tous vécu ça, et donc et beh, ici, c'est la nouvelle interface qui permet à l'utilisateur et à vous-même de vous abonner ou de vous désabonner aux services qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas. Je me retrouve donc ici côté pro, connecté en tant que pro, donc sur le back office, et je vais pouvoir aller rechercher les services de diffusion ici. Donc là, j'ai la liste de tous les services de diffusion, donc de tous les flux d'informations auxquels vos utilisateurs et vous-même pouvez vous abonner. On retrouve bien ici les catégories, d'accord? Donc c'est des catégories personnalisées, hein. Voilà, les ouvrages des professeurs, les recherches personnelles, les nouveautés. Je peux les replier en cliquant ici sur le moins, ou les déplier en cliquant sur le plus, exactement comme sur l'interface portail. Et je peux surtout aller modifier éventuellement, mon service de diffusion pour lui assigner une autre catégorie. Donc là, j'arrive sur l'interface de paramétrage des services de diffusion, et ici, je vois que j'ai un nouveau champ catégorie, et donc je vais pouvoir sélectionner ici une des catégories, que j'aurais paramétrées au préalable. Donc je vais vous montrer tout de suite où ces catégories se paramètrent.
Ça va se passer ici, dans l'administration, et dans la catégorie administration générale, vous allez avoir une entrée qui s'appelle catégorie de diffusion, et si vous cliquez dessus, vous allez retrouver ici toutes les catégories de diffusion qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc en fait, toutes les étagères dans lesquelles sont rangés les différents services de diffusion. Donc on a ici, avec le petit cadenas, les catégories qui sont système, et on a ensuite ici celles qui sont personnalisées. Voilà. Et puis alors, enfin, je pense qu'on peut difficilement faire plus facile. Si on veut en créer une, on clique sur créer, et on crée sa catégorie, ça rajoute une ligne ici. Si on veut la supprimer, on clique sur la petite croix et ça le supprime. Si on veut modifier une catégorie, eh ben, on clique ici tout simplement. Donc là, moi je voudrais enlever de vos professeurs, mais juste dire les ouvrages des professeurs. Voilà, j'enregistre et puis c'est pris en compte. Donc maintenant, je suis en tant que professionnelle sur le portail ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller faire une recherche moi. Donc je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Je vais rechercher du coup, Aguilar et je vais prendre, les acquisitions récentes, de mon learning center et donc voilà, là, c'est les derniers ouvrages d'Aguilar et ce que je vais faire, c'est que, je vais créer ici une recherche publique, d'accord? Donc je vais créer un service de diffusion. Je vais mettre ici, les derniers, livres de Michael Aguilar. Et je vais mettre ici dans la catégorie les nouveautés, puisque c'est les derniers livres. D'accord? Je vais valider et c'est bon, en fait. C'est tout bon. Donc maintenant, si je retourne dans mon back-office, le service de diffusion sur les derniers livres de Michael Aguilar, eh bien, seront dans la bonne catégorie. Et puis je peux même en fait vérifier encore plus rapidement, directement en cliquant ici et en allant ici sur mes alertes. Et donc je vais retrouver ici, dans les nouveautés, les derniers livres de Michael Aguilar. Je vais pouvoir m'abonner ou pas. Dernière nouveauté qui concerne les services aux utilisateurs. La nouveauté consiste en un regroupement au même endroit de toutes les demandes ou suggestions d'achat. Donc je vais retrouver ici une entrée qui n'existait pas, mes demandes d'achat. Et donc ici, je vais retrouver toutes les demandes d'achat selon leur état. Donc j'ai un onglet pour les demandes en cours d'acquisition de l'année. J'ai un onglet pour les commandes qui sont réceptionnées cette année, et j'ai aussi un onglet pour les commandes réceptionnées de l'année dernière. Et ben là, il est vide, ce qui paraît logique parce que l'année dernière, cette nouveauté n'existait pas. Donc moi, en tant que professeur, c'est super parce que ça me permet de voir en temps réel l'avancée et l'état des différents livres dont je peux avoir besoin. C'est intéressant parce que, auparavant, ces demandes d'achat, elles existaient, hein, pas aussi détaillées, mais je pouvais les retrouver, ici, en fait, dans mes demandes classiques. D'accord? Dans mes demandes classiques, ici, je retrouve, mes demandes d'achat, mais vous voyez, elles sont noyées un petit peu dans le lot de toutes mes demandes. Donc, il y a des demandes d'informations pratiques et cetera et donc, bah, oui, c'était pas si clair que ça et j'avais aucun endroit pour aller voir, bah, leur état. Je savais où ça en était, par échange de mails, mais j'en savais pas plus. Donc là, Hélène, elle est professeure, hein, donc ça lui est utile pour suivre ces différentes commandes, mais on peut tout à fait imaginer, le même exercice, dans un cadre entreprise et à ce moment-là, on peut également imaginer, une refacturation possible, selon le service de l'entreprise. C'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs pour cette raison que le développement a été fait initialement. Comment je sais, comment je peux noter sur un ouvrage qui est le demandeur de l'acquisition? Parce qu'évidemment ça se fait pas en automatique, mais je vais vous montrer, on a un champ dédié. Donc là, ici, si je vais rechercher mon acquisition, donc l'acquisition, demandée par Hélène Cléry, je la retrouve ici et si je vais la modifier, j'ai ici isolé dans un onglet particulier le demandeur de l'acquisition. Donc ici, je retrouve bien Hélène Cléry. Je pourrais tout à fait choisir autre chose, d'accord? Et puis mettre un autre nom, d'accord? Il y a pas de problème. Et donc à ce moment-là, cette acquisition-là apparaîtrait dans le compte de la personne que j'aurais choisie ici, d'accord? Je vais passer en gris marque, de manière à ce que vous
puissiez voir le nom, le numéro, pardon, du champ. Donc on est sur le champ 203. D'accord? On passe à la nouveauté suivante, qui est encore une nouveauté côté portail, et je vais vous parler de l'organigramme. Donc l'organigramme, c'est une nouveauté, c'est pas une nouveauté en fait, c'est une nouveauté qui a été annoncée en février 2022. Je vous l'avais présentée dans le contexte d'Auxerre. Et donc là, on lui a offert, pour cette mise à jour, on lui a offert un relooking. Donc, on est ici sur une plateforme qui est réservée, enfin qui est dédiée aux collectivités, donc c'est une plateforme à nous. Et donc sur cette plateforme-là, j'ai mis en place un organigramme des services. Donc on a ici un organigramme des services. Et rien que là, on voit déjà que ça a super bien évolué depuis la naissance de ce module-ci. Et donc, vous avez la possibilité d'afficher ou un organigramme des services, ou bien un organigramme des personnes, si vous le souhaitez. Et vous pouvez tout à fait basculer de l'un à l'autre très facilement en cliquant ici sur les petits bonhommes. Et donc là, on passe sur un organigramme des personnes. Je vais me mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Et donc vous voyez ici, il y a des petites flèches qui me permettent de déplier l'organigramme jusqu'au bout, et puis éventuellement de le replier, de déplier d'autres. Et vous voyez, tout s'agence de manière à optimiser l'espace et à être le plus harmonieux possible. Et je peux toujours à tout moment attraper ma feuille en cliquant dessus et donc en naviguant facilement comme ça. Je vais cliquer ici sur le détail d'une personne et donc j'arrive sur le détail de la personne sur laquelle j'ai cliqué et j'ai tout un tas d'informations. Donc ça c'est personnalisable, hein, mais voilà, le modèle par défaut, c'est celui-ci. Donc en fonction des applications que vous avez chez vous, eh ben, vous avez la possibilité de rajouter tous ces petits raccourcis-là qui vous permettent de facilement réaliser des actions en coopération du coup avec la personne sur laquelle vous avez cliqué. Si je descends ici dans le détail, je me rends compte que j'ai l'organigramme de cette personne-là. D'accord? Donc avec ici tous ces supérieurs hiérarchiques. Et si je clique ici sur sa supérieure hiérarchique directe, donc je retrouve exactement les mêmes infos, mais son organigramme est un peu différent puisque j'ai ici du coup toutes les personnes qui dépendent de Laurent Inès. Je vais pouvoir ici également bénéficier d'un scénario spécifique, alors ou bien sur votre annuaire ou bien sur vos services. Et je vais pouvoir rechercher une personne ici directement. Donc je vais taper ici Inès et je vais retrouver Laurent Inès ici. D'accord? Donc je peux ou bien cliquer ici pour la voir dans l'organigramme directement, ou alors eh bien, je clique ici sur son détail et puis je retrouve, comme tout à l'heure, d'informations, son organigramme, etc. Et puis j'ai également donc des suggestions, les personnes du même service qu'elle et les personnes qui sont sous le même manager qu'elle. Voilà. Cet organigramme-là, c'est évidemment très avantageux de le mettre en œuvre si votre réseau est conséquent. Ça peut être mis en œuvre de 2 façons, hein. Ça peut se baser ou bien sur votre annuaire en local, d'accord? Donc si vous avez si vous avez tout votre annuaire, sur votre Syracuse, ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi très bien si vous avez votre annuaire sur votre serveur, donc un annuaire externe, LDAP par exemple. Ici, on a un mélange. Il y a des personnes qui font partie, heu, du de l'annuaire qui est sur ce Syracuse-ci et des personnes qui sont sur l'annuaire du serveur. Voilà. Donc dans tous les cas, évidemment, ça demande une petite intervention quand même de notre part. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez bénéficier de cet organigramme et le mettre en place, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, à contacter votre référente ou votre référent et il vous guidera vers, la meilleure façon de le mettre en place. On va maintenant passer aux nouveautés plutôt côté pro. Enfin, je vous dis ça et puis je vais commencer par vous montrer des choses sur le portail. Mais les nouveautés qui concernent les thésaurus. Donc on a pas mal de nouveautés qui concernent les thésaurus. La première, c'est que vos thésaurus deviennent intelligents. Alors on se comprend, c'est pas qu'ils étaient bêtes avant, mais maintenant ils peuvent être associés à des référentiels externes et se mettre à jour tout seuls,
comme des grands. La synchronisation, elle est possible avec plusieurs bases externes, donc GeoNames, ça va être l'exemple que nous on a mis en place, mais également les bases diffusées par les plateformes, la plateforme ouverte du patrimoine, donc Joconde, Palissy, Mérimée, et d'autres éventuellement en fait. Il faut juste que le thésaurus à enrichir soit téléchargeable en ligne à travers une URL pérenne. Voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, on a décidé de synchroniser notre Syracuse avec la base GeoNames. Donc je vais rester sur cet exemple pour vous montrer toutes les nouveautés liées au thésaurus, parce que vous l'avez compris, il n'y a pas que cette notion d'intelligence qui est nouvelle sur les thésaurus. Je suis donc ici connectée sur une base de connaissances, connectée en tant que professionnel, et je vais pouvoir ici, donc dans ma base de connaissances, donc en local, hein, je vais rester vraiment sur du local, je vais aller rechercher des rapports qui auraient été déposés et qui concerneraient les sites naturels protégés. Je cherche les rapports parce que ce que je veux vous montrer, donc dans ces rapports-là sont évidemment dans leur indexation, sont rattachés au thésaurus GeoNames. Voilà. Et donc je vais vous montrer je vous montre d'abord l'application directe de ce thésaurus GeoNames, donc qui est, je le rappelle, un thésaurus intelligent. Je me retrouve ici avec une liste de résultats que je vais pouvoir aller afficher en carte. Ça va me permettre de vous montrer une autre petite nouveauté. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, les plus attentifs d'entre vous et même les moins attentifs, parce que c'est quand même assez gros, le fond de carte a changé. Voilà, puisque maintenant le fond de carte est personnalisable. Donc, ça se passe dans les paramètres généraux. Et puis, je vous montrerai à la fin si on a un peu de temps. Et si on n'a pas de temps, je vous enverrai le lien, de l'article KB qui vous explique comment faire pour changer votre fond de carte. Et puis vous allez passer, comme moi, des heures, non peut-être pas des heures, mais un petit moment à tester les différents fonds de carte pour choisir celui qui va le mieux. Donc revenons à nos moutons. L'idée ici, c'est de vous montrer le champ d'application GeoNames. Donc là, je vais sélectionner ici un article qui m'intéresse. Ça me permet de vous montrer aussi la nouvelle interface de la recherche cartographique. Donc vous voyez, on a un petit peu amélioré le design ici. Quand je clique sur la loupe, donc je vois en zoom le champ sur lequel je me trouve, et j'ai ici le détail de la notice qui apparaît là. Et évidemment, si je veux avoir le détail de la notice, je clique ici sur le petit lien et j'ai ma notice qui apparaît en entier ici. D'accord? Et puis j'ai toujours évidemment la localisation ici, et puis les suggestions comme d'habitude. D'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces rapports-ci, ils sont reliés au terme de thésaurus GeoNames. Donc je vais vous montrer en modifiant la notice ici. Voilà. Et donc ici, on a créé, alors vous pourrez le créer vous aussi, hein, un onglet localisation. Et ici, on a l'identifiant GeoNames. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le champ 911 qu'on a choisi. Voilà, mais ça peut être n'importe quel autre champ, tant que c'est un champ thésaurus, il n'y a pas y a pas de problème. Je peux tout à fait ici modifier mon terme de thésaurus, d'accord, pour si jamais je me suis trompée ou que je veux le changer. Et je vais avoir ici la possibilité, donc comme dans n'importe quel champ thésaurus, hein, je tape le début du terme que je veux renseigner, et puis j'ai plusieurs propositions. Je vais ici vous montrer comment est fait ce thésaurus en cliquant sur le petit arbre là. Et donc on voit ici que sur donc l'indexation géographique GeoNames, je n'ai importé que la France. Nous on a importé que la France parce qu'on n'utilise que la France, mais clairement vous pouvez importer tous les pays que vous voulez. Après attention évidemment, plus vous importez de pays, plus la synchro sera longue et plus votre base sera lourde parce que c'est qu'on parle quand même de plusieurs milliers de données. Donc voilà, c'est juste, si vous voulez pour le fun avoir l'intégralité de la planète, vous pouvez le faire, mais c'est plus intéressant de n'avoir que celle que vous utilisez. Donc là, nous, en l'occurrence, comme on n'utilise que la France, eh ben, on a que la France. Donc comme n'importe quel thésaurus, hein, je peux déplier ici les branches jusqu'à la dernière. Et donc si je regarde ici, je vois déjà, donc pour les plus attentifs, en particulier pour ceux qui utilisent les thésaurus, vous voyez déjà que l'ergonomie du thésaurus
a changé et qu'elle est plus user-friendly, qu'elle est plus agréable à utiliser, puisque vous avez toutes les informations regroupées ici dans le petit i, donc des informations qui n'apparaissent que au survol du petit i et puis au survol du terme. Voilà. Et donc ensuite, si je clique sur mon terme et que je vais le modifier, je me rends compte que j'ai un champ qui s'appelle les propriétés additionnelles et dans lequel se trouvent des propriétés tadam, additionnelles. Donc là, il s'agit d'un thésaurus géographique, donc ça paraît logique. J'ai des informations géographiques et des coordonnées GPS. Donc bon, là, c'est la hiérarchie euh, bourg, département, région. Mais ensuite, ici, j'ai mes coordonnées GPS. J'ai le fuseau horaire, j'ai la population, etc. Enfin, toutes les données que je pourrais potentiellement exploiter côté portail. Donc là, nous, côté portail, on exploite uniquement les coordonnées GPS, mais on peut tout à fait imaginer un autre exemple où on exploiterait également la population. Ça peut aussi être intéressant. Ici, sur ce thésaurus GeoNames, c'est un thésaurus intelligent, donc qui se synchronise automatiquement avec le thésaurus de référence. C'est pour ça que je ne peux pas modifier mes propriétés additionnelles. Et d'ailleurs, si vous souhaitez renseigner un thésaurus qui existe déjà avec des propriétés additionnelles de type coordonnées géographiques et que vous le faites à la main, eh bien, je vous tire mon chapeau et je vous offre une médaille parce que c'est un travail pour le moins rébarbatif, on va dire ça. Mais il y a également tout un tas de possibilités d'autres propriétés additionnelles. Donc là, on en a juste, c'est juste un exemple ici avec les coordonnées GPS. Ici, on a un autre exemple, le spécialiste. Donc, on peut tout à fait imaginer sur un thésaurus avec des grands domaines thématiques, aller rajouter tel ou tel spécialiste d'un domaine ou d'un autre. D'accord? Sur un thésaurus avec des termes très particuliers, je pense au thésaurus de l'ESSAR par exemple, sur les jeux de société, les termes sont parfois un peu cryptiques. On peut tout à fait imaginer avoir des définitions de tel et tel terme, et donc ces définitions remontent au portail, et quand on passe la souris sur le terme en question, la définition apparaît. Je vais vous montrer comment on définit quelles propriétés additionnelles on ajoute à un thésaurus. Donc je vais ici aller dans l'administration des thésaurus et ça va se passer au niveau des propriétés du thésaurus. Donc là, là se trouve le thésaurus que j'ai utilisé pour GeoNames. Donc je vais cliquer dessus et aller sur les propriétés. Et donc là, je vois que j'ai ici toutes les propriétés des termes. Et donc si je vais regarder de plus près, j'ai les propriétés système qui se trouvent ici, et puis j'ai ici toutes les propriétés additionnelles qui sont utilisées. Donc on voit très bien ici que c'est des propriétés additionnelles de type GeoNames. Mais si je remonte ici dans les propriétés système, eh bien j'ai la possibilité de rajouter ou d'enlever les définitions, les notes, explications, etc., etc. Le spécialiste dont je vous parlais tout à l'heure, voilà la définition pour les thésaurus SR, voilà. Je vais maintenant vous montrer comment on importe ces thésaurus-là, donc en particulier ce thésaurus GeoNames, et surtout comment on le tient à jour, donc comment on fait la synchronisation automatique de ce thésaurus-là. Donc ça va se passer dans les tâches, et comme beaucoup de choses, pour ne pas dire toutes les choses qui nécessitent une synchronisation avec un référentiel externe, eh bien, il s'agit d'une tâche qui va être périodique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher GeoNames, parce que ma tâche, je l'ai appelée GeoNames, et je vais la modifier pour vous montrer comment elle est paramétrée. Donc c'est un type de tâche, hein, on a créé un type de tâche dédié pour l'import des thésaurus GeoNames. Donc là, vous choisissez votre thésaurus et vous choisissez les pays à importer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, nous on a choisi juste la France, mais vous pourquoi pas, vous pourrez aussi choisir l'Égypte, les îles Fidji, voilà. Vous choisissez le nombre de divisions administratives, donc ça c'est la profondeur de votre thésaurus, hein. Vous avez vu tout à l'heure, on part de la région, département, commune, voilà ce genre de choses. Donc là, c'est en fonction du nombre que vous choisissez, bah, ça va plus ou moins profond. Et puis vous pouvez choisir ici les types de lieux.
Donc, donc voilà, des types de lieux qui n'existent plus, pourquoi pas, des types de lieux qui ont été détruits par la guerre, ça peut être intéressant en fonction de votre base documentaire. Et évidemment, pour que ce soit périodique, donc pour que ça se mette à jour tout seul, eh ben, il faut prévoir une planification. Donc là, nous, c'est ce qu'on a fait. On a prévu donc une planification. Donc tous les mois, le premier du mois à minuit, eh bien, on va avoir notre thésaurus Geonames qui va se mettre à jour tout seul. Et donc, si jamais la Bretagne devient indépendante et que les noms changent, etc., eh ben, ça va se mettre à jour tout seul. On n'aura pas besoin de venir les modifier à la main. On va maintenant passer aux nouveautés qui concernent la modification en masse de données. Dans cette mise à jour, on a beaucoup travaillé sur les possibilités de modification en masse de vos données. Donc la première nouveauté que je vais vous montrer concerne des nouveaux exports qu'on appelle des exports Excel Zone. Ces exports vous permettent de faire des modifications en masse de vos données, donc de faire un export Excel d'un certain nombre de données, de renseigner vous-même le fichier Excel et de réimporter ce fichier avec les mêmes données donc pour corriger certains champs. Ça va vous permettre, chose que ne vous permettez pas les traitements en série, de modifier une ou plusieurs données par une ou plusieurs autres données. D'accord? Les traitements en série, ça fonctionne super bien pour tout ce qui est modification en masse, uniformisation de l'information. Donc si par exemple je dis n'importe quoi, sur un éditeur, vous avez oublié un accent aigu, et ben vous pouvez tout à fait faire un panier avec toutes les notices qui ont l'erreur et puis mettre votre éditeur à jour sur tout votre panier. Sur ça, pas de problème. De la même manière, vous allez pouvoir également supprimer des champs en masse. D'accord? Si vous avez décidé que finalement le champ 856 $U, vous n'en avez pas besoin, et ben vous pouvez le supprimer en masse comme ça. Ce que vous ne pouviez pas faire, en tout cas pas tout seul, c'était donc modifier une ou plusieurs données, donc la plupart du temps plusieurs, beaucoup, beaucoup de données, et de les modifier avec des choses différentes. J'ai un exemple là, tout frais, sur des rapports qui ont et qui devraient ou qui devraient avoir des liens externes. Sauf que ces liens sont faux. Et moi, je ne veux pas remplacer ces liens par un lien identique. Je veux remplacer chaque lien par un lien différent, le lien qui correspond en fait à mon rapport. Donc là, je vais vous montrer cet exemple. Donc pour cet exemple, je le dédie à l'INSP qui nous l'a offert sur un plateau puisque c'était un de ses tickets très récents. Donc si je vais ici dans mes paniers, normalement voilà, donc là ici j'ai mon panier avec tous mes rapports dont les liens sont incomplets. Donc je vais vous montrer le contenu. Donc ici j'ai rajouté un format d'affichage ici, enrichissement, qui vous montre les liens, qui a donc une colonne lien pour vous montrer les liens, quoi, voilà. Donc là, on voit bien que sur mes 8 rapports, donc là j'en ai 8 parce que c'est une plateforme de démo, hein, mais dans la vraie vie, j'en ai plus près de 900. On voit bien que ma colonne lien est vide et il n'y en a qu'un seul qui a un lien. Et donc, moi, j'ai pas envie de mettre le même lien sur tous. J'ai envie de pouvoir mettre un lien différent sur chaque rapport, un lien qui correspond à mon rapport. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici exporter mon panier. Donc, je vais sélectionner tout, je vais exporter et je vois ici que j'ai un nouvel export. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un export Excel Zone. Je clique dessus et l'export commence. Je télécharge ici mon export et je vais l'ouvrir. J'active la modification et je me retrouve avec donc mon export ici et ici mes différents champs. Ici j'ai le champ 856 $U. Hop, je vais me mettre un peu en zoomant ici. Hop. Et donc ici je vais pouvoir aller mettre les liens que je veux effectivement mettre pour chaque ligne. Donc évidemment, j'ai préparé un peu mon exemple. Donc j'ai tous mes liens ici dans mon presse-papier. Et donc voilà, du coup ici j'ai un lien par
notice ici, donc qui est différent à chaque fois. D'accord? Et donc je vais pouvoir, que j'ai pu rajouter avec un simple copier-coller. Et puis je vais en profiter, et puis je vais mettre ici, document en ligne sur les 856,2 $, comme ça, bah, ce sera fait. Je vais enregistrer ici mon petit fichier Excel et je vais retourner sur mon Syracuse pour pour réimporter ce fichier. Donc là, pour importer, je vais tout simplement aller voilà, hein, dans mes imports. Et puis je vois ici que ça a un petit peu changé. Et donc j'ai maintenant la possibilité, grâce à des boutons radio, de sélectionner plusieurs options. Donc on verra les nouvelles options plus en détail tout à l'heure. Là, on va se concentrer sur la correction de champ, puisqu'il s'agit bien d'une correction de champ. Et ici, j'ai un petit bouton d'information qui m'explique que c'est un traitement du coup qui va être lancé pour importer un fichier où tous les champs en entrée remplaceront ceux des notices concernées. Et ça explique que c'est un mode à utiliser uniquement avec les fichiers produits par un profil d'export spécifique au format Excel Zone. Voilà. Ça accepte également d'autres formats, ISO ou XML, s'ils ont été paramétrés en vue de corriger les champs de notice. D'accord? Mais là, le plus simple, ce qui nous concerne, c'est vraiment Excel Zone et on va exploiter à fond ce format-là. Donc, je vais aller ici récupérer mon petit fichier Excel Zone. Donc, je le glisse ici, il est là. Et je vais pouvoir ici mettre ma configuration. Donc ça, on fera en sorte que ça soit en automatique, d'accord? Mais globalement, donc là, c'est le format de votre fichier et l'encodage du fichier, c'est UTF-8. Et puis à partir de là, eh ben, je vais simplement importer. On me demande est-ce que vous voulez bien lancer l'import, etc. Donc voilà, donc là c'est importé. Je visualise la tâche pour vous montrer. Donc, qui est déjà terminé, hein, j'avais 8 lignes, donc heureusement. Et si je regarde ici le rapport, et ben voilà, donc je vois que tout a bien été modifié. D'accord? Donc je peux retourner ici sur mon import, et plus précisément sur mon panier. Donc je vais pouvoir aller voir le contenu, et si je me mets sur le bon affichage, et bien je vois que ici j'ai des liens pour tout. Et chaque lien est différent et correspond au fichier Excel que je viens d'importer. Alors bien sûr, cette opération étant une opération à haut risque, elle est soumise évidemment à autorisation express, d'accord? De manière à ce que tout le monde ne puisse pas réimporter des fichiers de cette manière et écraser les données. Ok? La question maintenant, c'est comment je crée cet export surpuissant. Bien tout simplement comme je crée, n'importe quel autre export, à savoir, dans l'administration, je vais créer un profil d'export. Donc ici, je retrouve le fameux export que j'ai utilisé tout à l'heure. J'en ai créé 2, hein. Un pour pouvoir exporter, des documents à partir des documents, et puis un autre pour pouvoir exporter des documents à partir d'un panier. Donc, je vous dis des bêtises, hein, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Alice, mais on pourra en créer un ensemble si on veut. Je vais modifier ici juste pour vous montrer comment ça se présente. Donc ici, je choisis mon type d'objet. D'accord? C'est vraiment très très simple, d'accord? J'aurais pu, voilà, sur l'autre, c'était gestion doc document, et là, c'est juste gestion doc élément d'un panier. Je lui mets un code, un libellé, et puis ensuite, je choisis le format. Et là, dans le format Excel Zone, eh ben, c'est un des formats proposés. Ok. Je peux choisir ici une zone, je peux en mettre plusieurs si je veux. À ce moment-là, je les sépare par des virgules, tout simplement.
Et puis quand j'ai fini, je peux enregistrer. J'ai 2 autres ici, 2 autres onglets, un onglet autorisation ici, pour, éventuellement, limiter l'export à certaines personnes, mais l'export en soi c'est pas très dangereux, c'est surtout l'import qui pose souci. Et puis ensuite, une configuration spécifique, mais voilà, nous ça nous intéresse peu ici puisque rien que dans les paramètres généraux, on a ici déjà les zones, donc les zones sous-entendues zones marques qui seront exportés. On va revenir sur notre interface d'import et sur les fameux 3 petits boutons radio là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on vient de voir correction de champ, ok. Le filtre d'import complet, vous le connaissez, ok. Et donc il reste le filtre d'import partiel. On aurait aussi pu l'appeler filtre d'enrichissement. En réalité, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, mais avec un fichier fourni par quelqu'un d'autre que votre Syracuse. Grâce à ce bouton partiel-là, donc à ce filtre d'import particulier, vous allez pouvoir, exemple typique, si vous récupérez les notices de la BNF, vous allez pouvoir vouloir récupérer uniquement les résumés de la part d'Electre. Et ben c'est là que ça va se passer. Donc il va falloir configurer un filtre d'import spécifique, d'accord, pour protéger les autres champs et pour dire je ne veux modifier que le champ 330 par exemple. Et donc une fois que vous l'aurez, et ben vous allez pouvoir tout simplement cliquer ici, choisir votre filtre d'import, mettre la configuration qui va bien, et puis ça va écraser uniquement le champ résumé, si c'est paramétré comme ça. On va aller le regarder ensemble puisqu'on on en a paramétré quelques-uns. Hop, donc si je me mets ici dans le libellé et que je filtre à partiel, voilà, donc on a paramétré ici celui-ci. Qui est tout à fait classique, hein, donc je vous le montre. Donc là, le champ modifiable, c'est le champ 330. Voilà, j'aurais pu en choisir plusieurs, hein, mais là, dans mon exemple de résumé de la BNF écrasé par les résumés Electre, eh bien, en l'occurrence, c'est le champ 330 qui est utilisé. Je peux tout à fait ici fixer la configuration et l'encodage du fichier, hein, d'accord? Ça date de la dernière mise à jour et donc ça c'est tout à fait faisable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sur la correction de champ, je pense on va le fixer aussi, assez rapidement. Et là, vous avez le détail des traitements, mais en réalité, on n'en a pas besoin, d'accord? Tout ça, c'est vierge parce que, tout ce qui compte, c'est le fait que ce soit un apport partiel et que le champ modifiable, ce soit le 330, ok? Le ou les champs, hein, d'accord? C'est en sélection multiple ici. OK? Donc là, ce petit bouton radio ici, c'est nouveau, OK? Si je duplique ici mon champ, je peux le modifier et donc je vois ici que ça peut être un fil d'import complet ou un fil d'import partiel. Dernière nouveauté concernant les traitements en masse, je vais vous parler traitement, en série, mais traitement multirègles. Alors, on va peut-être s'arrêter là 2 minutes juste pour vous expliquer ce que c'est que les règles et le multirègle, si jamais c'est pas clair pour tout le monde. Les règles, bah, c'est tout simplement la façon dont on va traiter tel ou tel élément documentaire. Donc ça peut se passer à 2 niveaux, ça peut se passer au niveau de l'exemplaire. Donc on va pas s'occuper de la même manière d'un livre et d'une valise d'exposition, hein, typiquement. Mais ça peut aussi se passer au niveau de la nature du document, donc on va pas traiter de la même manière un livre et un article de périodique. D'accord? C'est 2 choses, qui sont totalement différentes et qui obéissent donc à des règles différentes. Néanmoins, même s'ils obéissent à des règles différentes, je peux tout à fait vouloir modifier, rajouter une donnée documentaire à, bah, différents objets qui obéissent à différentes règles. Par exemple, je peux tout à fait vouloir relocaliser toute une partie de mon fond documentaire à un autre endroit et cette partie de ce fond eh ben, peut regrouper sans aucun problème des livres et puis des valises d'exposition par exemple. Ou bien même, si je considère, la nature du document, je peux tout à fait vouloir, faire des modifications ou vouloir, plus vraisemblablement, rattacher à une même sélection, un article de périodique et un livre. Ça, c'est tout à fait possible et c'est ce que permet les traitements en série multirègles. Donc on va aller voir ensemble comment ça se paramètre et on va faire l'application. Donc je vais aller ici
dans ma base documentaire les traitements en série et les mises à jour de champs. Donc là, je me retrouve sur la liste de tous les traitements en série qui existent dans ma base, hein, c'est normal, je suis administratrice, donc j'ai accès à tous les traitements. Et donc sur cette aire-ci, je vois bien, j'ai une colonne règles et je vois bien que, eh bien, jusqu'à présent, j'avais que des traitements qui s'appliquaient à une seule règle. Et maintenant, donc sur les traitements les plus récents, j'ai des traitements qui fonctionnent avec du multi-règles, donc auquel je peux associer plusieurs règles. Donc si je vais regarder ici de plus près ce traitement-là, je vois qu'ici, dans mes règles, j'ai différentes règles sélectionnées. Ok, donc là, je peux faire des modifs à la fois sur des documents, sur des fascicules et sur du dépouillement. Ok. Je peux tout à fait modifier un traitement qui existe déjà pour lui rajouter des règles, d'accord? Il y a pas de souci. Juste quand je vais faire la modification, évidemment, je ne vais pas pouvoir modifier directement ici. Il va falloir que je lui enlève ces opérations, d'accord? Donc que je le détache de toutes ces opérations pour pouvoir lui rajouter des règles. Donc là, je vais aller moi sur celui-ci, d'accord? Et je vais l'exécuter. Donc pour ça, je vais choisir un panier. Vous voyez, je varie les plaisirs, hein. Tout à l'heure, je suis partie du panier et j'ai fait le traitement, et maintenant je fais le contraire. Je pars du traitement et je fais le panier. Donc je vais prendre ici les paniers récemment utilisés et je vais choisir celui-ci. Et donc je vais utiliser ce panier. Voilà, je vais préparer un petit peu encore une fois la démo. Donc je vois ici que je suis sur mon interface de traitement. Je vois ici le contenu de mon panier. Donc j'ai ici différents types de notices et surtout j'ai des documents, des éléments documentaires qui répondent à différentes règles. Ok, donc là, évidemment, c'est un peu technique, mais globalement, ça paraît compréhensible qu'un article de périodique, un fascicule et un livre, c'est des choses qui obéissent à des règles différentes. Je vais donc ici tout simplement aller retrouver ma sélection. Et donc, je vais pouvoir ici rajouter donc, tous ces éléments documentaires qui obéissent à différentes règles. En un seul traitement, je vais pouvoir les rajouter à cette sélection. Donc, je vais pas le faire en entier, mais on va prévisualiser pour que vous voyez. Donc voilà, donc ce livre-là n'appartenait à aucune sélection. Et ben là, je vois qu'il apparaît à une nouvelle sélection. Et donc, on va essayer de descendre ici. Donc là, je suis sur un périodique et donc je vois ici qu'il est de nouveau à la une. Et donc voilà, mes deux articles sont bien à la une ici, puisqu'ils ont le champ 903 qui a été rajouté. Donc là, je suis en prévisualisation, d'accord, je vais pas le faire jusqu'au bout, mais vous comprenez l'idée. On va maintenant parler des nouveautés qui vous aident à être encore plus en conformité avec le RGPD. Donc la première de ces nouveautés, c'est la possibilité pour vos utilisateurs de eux-mêmes demander la suppression de leur compte. Donc ici, si je vais dans mon compte et que je vais modifier mon profil, que je descends ici pour le modifier, je me retrouve avec tout un tas d'informations. D'ailleurs, au passage, vous avez vu maintenant, on peut tout à fait facilement modifier sa photo de profil en tant qu'utilisateur, donc ça c'est cool. Donc là, moi, en tant que Alan, je suis un ancien élève de l'école et je voudrais que l'école supprime mon compte. Donc je vais simplement ici cliquer sur «Je souhaite demander la suppression de mon compte» et je me retrouve sur un formulaire de contact qui est, très, très simple et sur lequel il y a un seul motif de paramétrer. Nouveau motif donc, qui est «Demande de suppression de compte» et donc ici, je peux taper, «Merci de supprimer mon compte». Voilà, et je vais valider ma demande. Et puis voilà. Donc là, j'ai le petit message classique. Et si je clique sur mes demandes, eh bien, je retrouve bien ici ma demande de suppression de compte. Je passe côté back-office pour traiter la dite demande. Donc je vois ici sur mon tableau de bord, j'ai créé un raccourci ici. Je vais pouvoir directement cliquer dessus pour arriver tout de suite sur la demande en question. Donc je retrouve ici la demande de Bournon-Alan sur la demande à traiter. Je vois qu'il y a un propriétaire, puisque c'est Monsieur Jouve qui a été assigné comme propriétaire par défaut sur ce type de demande. Voilà.
et donc c'est lui qui va la traiter. Je lui laisserai cet honneur. Voilà, sinon vous auriez pu aussi la retrouver, hein, tout simplement dans les utilisateurs ici, les demandes, gérer et vous l'aurez retrouvée en utilisant les facettes ici, statut à traiter et le motif. Vous voyez ici, il y a un nouveau motif, demande de suppression de compte. Voilà. Autre nouveauté RGPD, nous avons affiné la tâche de suppression des demandes usagées. Donc en fait, c'est plutôt la tâche de suppression des pièces jointes associées aux demandes usagées. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est pour rentrer, pour être le plus proche possible des réglementations RGPD. Donc ça va se trouver dans l'administration et dans la tâche, hein, puisque c'est une tâche. Donc dans cette aire de recherche des tâches, je vais tout simplement chercher suppression des demandes, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc je vois ici que j'ai ma tâche de suppression des demandes utilisateurs et de leurs pièces jointes. Donc je vais aller juste la modifier pour vous montrer l'affinage qu'on a fait. Donc l'affinage il se situe ici, là, dans ce tableau. Donc on va pouvoir affiner et dire à Syracuse, je veux que tu me supprimes et les demandes et les pièces jointes avec un délai de, donc là par exemple 300 jours pour les demandes et 60 jours pour les pièces jointes, mais uniquement sur les demandes qui correspondent au motif demande de quitus et qui sont au statut archivé. Pareil pour les inscriptions. J'ai ici le choix entre tous les motifs qui ont été paramétrés dans la base et j'ai ici le choix avec tous les statuts. D'accord? Et puis ici, je peux rentrer n'importe quel numéro. Ok? Donc comme ça, on a vraiment le contrôle sur tout en fait et sur ce qui reste dans notre base. Évidemment, l'astuce, c'est de planifier ici. Donc là, c'est toutes les semaines, le lundi à minuit. Et donc en fait, ici, mes 30 jours avant suppression de la pièce jointe, c'est pas 30 jours tous les mois, c'est 30 jours glissants. Il y a une tolérance de 7 jours, donc de la semaine, qui peut arriver, mais voilà, ça sera jamais plus. Et après, rien ne vous empêche, vous, de faire une planification à la journée, de manière à ce que vous n'ayez plus du tout à y penser et que cette tâche-là, vous ne la modifiez que lors de vos réunions avec les DPO pour actualiser eh bien, votre règlement personnel du traitement des données de vos utilisateurs. Donc on a fait le tour de toutes les nouveautés qui étaient au programme et maintenant place à la surprise, à la nouveauté bonus. Donc vous avez bien fait de rester jusqu'à maintenant, bravo, ça fait déjà un petit moment. Puisque Alice va nous rejoindre pour nous parler des nouvelles aires de recherche qui vont très bientôt voir le jour dans Syracuse, des aires de recherche dédiées à la circulation. J'en dis pas plus, elle va tout vous expliquer. OK, donc du coup, c'est bon, on est toutes les 2. Donc bienvenue Alice dans ce webinaire. Je suis vraiment trop contente que tu puisses me rejoindre. Salut Du Mathilde. coup, tu vas nous parler des aires de recherche, c'est bien ça? Ouais, c'est Des ça, donc nouvelles aires de les recherche. nouvelles aires de recherche, c'est vrai, c'est ça, tout à fait. En fait, ces aires, elles vont venir remplacer les interfaces un peu plus anciennes, hein, qui fonctionnaient, jusqu'à maintenant avec des masques et qui permettaient de lister les prêts, les réservations, les transits et les mouvements de porte-monnaie. Donc maintenant, en fait, vous allez pouvoir, rechercher tout ça grâce à des véritables aires de recherche. Et donc Mathilde, tu as dit bientôt. Et alors qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Ça veut dire un prochain patch de la mise à jour de juin. Si voilà, donc ça, c'est le prérequis si vous souhaitez, tout simplement, tester, cette nouveauté. OK, donc le prérequis, c'est de passer sur la mise à jour de juin. C'est ça, voilà, OK, et d'avoir le bon OK, patch. ça marche, ça marche. Mais du coup, sinon, vous pouvez ne pas tester et puis attendre la prochaine mise à jour et puis avoir la Mmh, nouveauté, tout cru, quoi. Voilà. c'est ça. Bon, super. Du coup, Alice, tu vas nous faire une petite démo? Ouais. Ouais? Parfait. Alors je te laisse la main. Merci Mathilde. Pour vous montrer ces nouvelles aires de recherche, on va partir de ce tableau de bord que j'ai créé moi-même. Donc, vous voyez ici que j'ai câblé des accès rapides qui vont m'emmener directement vers ces fameuses nouvelles aires de recherche. Donc, notamment les prêts, les réservations, les transits et le porte-monnaie. Et donc, comme maintenant on dispose de véritables aires de recherche pour tout ce qui concerne la circulation, ça va me permettre en fait de créer des recherches mémorisées qui sont totalement donc personnalisables en fonction des critères donc de mon choix. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai des tuiles qui correspondent à des recherches mémorisées pour les prêts, les résas, les transits et le porte-monnaie.
Ces tuiles, hein, comme vous voyez, il y a des chiffres, donc des indicateurs voilà, qui apparaissent directement sur le tableau de bord et qui vont me permettre de savoir en un seul coup d'œil où j'en suis. Donc si je clique justement sur une de ces recherches, comme les prêts du jour par exemple, ça va me permettre en fait de directement revenir, aboutir à l'aire de recherche des prêts. Alors, on voit que c'est une aire de recherche, hein, puisque vous êtes familier avec Syracuse, et donc on reconnaît les facettes, les index qu'on voit ici, donc un large choix d'index. On voit également donc des affichages qui sont là, qui vont me permettre en fait de, si j'ai besoin, affiner ma recherche par la suite. On voit qu'il y a un travail graphique qui a aussi été mis en place, hein, pour identifier rapidement, à quel document, je me réfère. Donc par exemple ici avec un petit pictolivre qui apparaît et qui, me donne un renseignement supplémentaire. Donc si je lance une nouvelle recherche, vous allez voir que, je vais avoir tous mes prêts qui vont, apparaître ici. Et si je clique sur une ligne, donc mon menu contextuel me permet de voir les actions qui sont à ma disposition. Donc je peux très facilement, par exemple, accéder aux prêts et aux réservations de l'usager. Voilà. Donc vous pouvez effectuer des recherches en passant par les index, en affinant avec les facettes si vous le souhaitez, et vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle donc les recherches mémorisées. Et donc si je clique sur toutes les recherches, vous allez voir que j'en ai déjà un certain nombre qui existent en standard, hein, qui sont indiqués ici avec le petit verrou, et qui vont vous rappeler sûrement quelque chose, hein, puisqu'il s'agit en fait de ce que vous trouviez auparavant sous la forme de masques de recherche sur l'ancienne interface de Syracuse. Donc maintenant, en fait, c'est directement disponible sous forme de recherche mémorisée. Donc ça va me permettre ici de lancer facilement une recherche, par exemple celle-ci, et donc à tout moment, je peux lancer cette recherche et pourquoi pas également, hein, la câbler sur le tableau de bord, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je suis sur l'ère des prêts, mais évidemment, on a le même système, hein, qu'on retrouve sur, sur l'ère des transits, des réservations et du porte-monnaie. Et c'est ce qu'on va aller voir d'ailleurs si j'accède donc directement à mon aire de recherche des réservations que j'ai en fait câblé directement dans mon entrée de menu. Donc là, on arrive sur une nouvelle ère et vous voyez que là, vraiment, ce qui saute aux yeux, ce sont les couleurs, hein. On a beaucoup de couleurs qui permettent, en fait, justement, toujours dans cette optique de repérer en un coup d'œil, d'avoir donc des informations qui vous permettent d'identifier vos réservations facilement. Donc le code couleur, ici, en l'occurrence, il se base sur, l'état de la réservation. Donc en vert, on va, par exemple, avoir les réservations qui ont été validées. En bleu, les réservations en cours, etc. Donc, comme sur toutes les aires de recherche, hein, on a cette fonctionnalité d'export qu'on retrouve ici, qui va vous permettre tout simplement d'exporter des résultats à l'issue, par exemple, d'une recherche. Donc, pourquoi pas donc utiliser une recherche mémorisée voilà, pour effectuer une recherche, pour la lancer. Et je vais, par exemple, lancer celle-ci, donc pour connaître les exemplaires que je dois mettre à disposition ou à faire transiter. Donc je vais sélectionner mes lignes ici et je vais cliquer sur exporter. Et vous voyez donc que j'ai deux profils d'export standard, donc CSV, Excel, et que là j'en ai créé un très spécifique. Donc vous avez la main pour définir les profils de votre choix. Donc là j'en ai défini un et il est en train de se lancer. Et ça va me permettre ensuite donc de télécharger le fichier Excel et ensuite donc de pouvoir regarder la liste de mes résultats. Donc vous voyez qu'ici on va avoir toute la liste des exemplaires concernés avec des informations voilà, très, très utiles comme le type de résa, l'état de l'exemplaire, l'état de la résa et également des codes barres, qu'il s'agisse donc des codes barres usagés ou encore des codes barres de l'exemplaire. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on en a un qui est en transit.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur les exemplaires, et le transit en général, vous pouvez tout simplement vous rendre, sur l'aire de recherche des transits, la nouvelle aire, que je vais vous montrer également. Donc si je reviens ici, je vais maintenant cliquer sur les transits. Donc là encore, on aboutit à cette interface d'aire de recherche, hein, où on remarque quelques éléments très, très visuels, notamment ce petit picto qui a été conçu vraiment pour le transit, puisqu'on va avoir une information en fait sur l'état du transit. Donc là, vous voyez, quand tout est vert, c'est que c'est réceptionné. Quand c'est à moitié vert, à moitié gris, ça veut dire que c'est simplement expédié. Et quand c'est tout en gris, l'exemplaire n'a pas encore été expédié. Donc voilà, on a ainsi toute une liste de résultats concernant ces transits. Donc maintenant, si je veux connaître rapidement tous mes exemplaires à transférer depuis mes médiathèques, je vais pouvoir en fait sélectionner une recherche mémorisée, hein, vous voyez, j'en profite. Je vous montre toutes les recherches qu'on peut proposer actuellement. Et je vais avoir ainsi une liste qui va apparaître et vous voyez qu'en effet, là, mon picto est gris puisque ce n'est pas encore transféré. Je peux aussi sélectionner quelques lignes, hein, pourquoi pas, et bénéficier de l'autre fonctionnalité, hein, qu'on retrouve sur les aires de recherche, qui sont les jointures, qui me permettent de rebondir, pourquoi pas, sur les étapes du transit, par exemple. Et enfin, je voulais vous montrer la dernière aire qui ne concerne pas vraiment la circulation, mais qui existait sous forme de sélecteur dans l'ancienne interface. Il s'agit donc de l'aire de recherche des mouvements du porte-monnaie. Donc voilà, elle apparaît ici. Vous voyez qu'on a encore des informations visuelles, hein, encore de la couleur, avec notamment le montant. Donc quand c'est en vert, c'est du crédit, quand c'est en rouge, c'est du débit. Des petites pastilles également qui apparaissent ici. Et donc là, voilà, je peux profiter de toute la puissance de recherche, hein, des aires de recherche de Syracuse, en sélectionnant pourquoi pas une unité de gestion sur le réseau des bibliothèques. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui est mouvement de porte-monnaie en lien avec les abonnements, pourquoi pas, et qui ont été effectués ce mois, par exemple. Et donc comme ça, je vais restreindre mes résultats et je vais avoir tous ces éléments, toutes ces lignes qui vont apparaître. Et donc vous voyez que j'ai des petites, toujours ces petites pastilles qui apparaissent. Donc on retrouve le vert, hein, et le rouge pour crédit et débit. Et on va trouver notamment donc, le orange pour annuler et le bleu pour les mouvements d'extourne. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Ah bah écoute Alice, c'est génial et ça donne vraiment super envie. Comment ça se passe si on veut continuer à utiliser l'ancienne interface? Déjà, est-ce qu'on peut? Oui, tout à fait. Ouais, en fait, on va voir, l'ancienne interface, donc ce qu'on appelle les sélecteurs et donc les masques de recherche. Ils sont, totalement encore là, hein, ils sont disponibles dans le cadre de l'adjoint et d'ailleurs, c'est, le comportement par défaut puisque, c'est en fait, le fait de basculer sur, les aires de recherche, c'est une option et ça s'active via un petit bouton que je vais te montrer. Donc si je vais dans mon menu, circulation, dans cette rubrique-là et que je clique, sur mes anciens sélecteurs, par exemple les prêts, tu vas voir que, sur l'ancienne interface, en fait, j'ai un petit bouton qui me OK. permet directement, en fait, d'accéder, à mon aire de recherche et tout ce que j'ai montré avant avec le tableau de bord, les entrées de menu que j'ai câblées, ça, c'est moi qui l'ai fait sur ma plateforme et donc libre à vous de le faire, si vous en avez envie, mais c'est pas du tout obligatoire. OK. Est-ce qu'on peut imaginer que, les personnes qui voudraient tester, ce module-ci bénéficient de ton magnifique tableau de bord? Ah bah, ils peuvent très bien ensuite, essayer de le refaire à leur sauce. En fait, comme c'est totalement personnalisable, comme j'expliquais et qu'on se base sur des recherches mémorisées, ils peuvent déjà utiliser les recherches mémorisées qu'on me propose, en standard sur Syracuse. OK. Comme j'ai pu le montrer là, ce qui vient remplacer les masques de recherche et donc après, vous avez juste à câbler le tout, hein, sur un tableau de bord, donc comme vous le faites habituellement, hein. Donc là, j'ai repris mes URL,
des nouvelles aires de recherche que j'ai ajoutées et là, en fait, j'ai modifié, mon tableau de bord avec un encart de type, requête et j'ai ajouté donc, la recherche mémorisée, bah, voilà, avec, toutes les recherches qui étaient disponibles en standard ou alors que j'ai créées moi et ce qui est OK, super, bon. c'est que vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous voulez. Ah oui, c'est le principe des tableaux de bord avec Mmh, les recherches mémorisées. Bon, bah, génial. Donc du coup, il y a absolument rien d'obligatoire, à l'utilisation de ces aires. Vous pouvez tout à fait passer en juin et ne jamais, utiliser les nouvelles aires de recherche que tu ouais, viens de montrer. Vous aurez qu'à, juste pas appuyer sur le bouton et puis c'est c'est ça. tout. Après, je recommande quand même de commencer à jeter un petit coup d'œil, hein, si vous êtes curieux, puisque à partir de la prochaine mise à jour, donc celle d'octobre, ces aires de recherche, ces nouvelles aires de recherche deviendront l'interface par défaut. Et il faudra commencer à s'y habituer parce que les vieux sélecteurs, comme on a vu avec ces masques de recherche, disparaîtront à partir donc de la mise à jour de juin 2024. Donc vous avez 1 an, Un pour an. faire le deuil des sélecteurs. Bon, ça va, je pense que ce sera pas un deuil, trop difficile. Bon, bah, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alice. Ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, je pense que je vous ferai, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr et certain, je vous ferai un billet de blog pour vous avertir de quand ce sera possible. Parce que donc là, ce que t'expliquais Alice, c'est que et ce que j'expliquais aussi, c'est que c'est un patch qui va Mmh, venir enrichir la mise à jour de juin. c'est ça. Donc vous n'aurez pas accès à ces aires de recherche tout de suite. Mmh mh. Là, sur les prochaines dates de déploiement qui sont prévues, ce ne sera pas encore disponible, Mmh mais mh. ça sera disponible dans un patch qui va arriver, Bien sûr. et qui arrivera du coup avant la mise à jour d'octobre, Mmh mh. c'est le principe des patchs. C'est ça. Donc quand ça sera le cas, je ferai un billet de blog pour vous dire que c'est bon, les aires de recherche, les nouvelles aires de recherche, de la circulation et des mouvements du porte-monnaie sont disponibles et donc sont prêtes à être testées par vous C'est ça, en avant-première. en avant-première. Bon, bah, écoute, super, super et ben, merci beaucoup Alice Merci à toi, et du Mathilde. coup, on passe à la suite, à la conclusion de ce webinaire. Ça marche. Ouais, à plus. À plus. Ça y est, on arrive vraiment au bout du bout. Je suis désolée, c'était, un peu plus long que prévu. J'ai beaucoup parlé, mais il y avait énormément de choses à vous dire sur cette mise à jour. Donc bravo et merci d'être encore là pour ceux qui sont encore là. Pour les autres, pas de souci, il y aura le replay. Juste avant de vous quitter, j'ai quand même encore des petits trucs à vous dire. Voilà, c'est vraiment je vais faire vite. Première chose, les dates des webinaires à venir. Donc, on a le module formation, donc présenté par Alice et moi, qui sera le 11 juillet à 16h. Donc, vous allez recevoir l'invitation avec le replay de ce webinaire et un autre webinaire sur la veille et la curation de contenu, qui sera donc animé par Antoine et moi-même, et pour lequel on n'a pas de date encore, mais qui va arriver très bientôt. Donc, restez bien à l'écoute. Ensuite, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc le replay, les dates des webinaires à venir, et tout ça, ça va vous être envoyé très très vite, donc ce soir ou demain. Le document des nouveautés devrait arriver la semaine prochaine. Donc le document des nouveautés, c'est la version PDF de la note de mise à jour qui est déjà disponible sur le site de la communauté. Et si vous avez des questions, que vous souhaitez passer à la version de juin, que vous souhaitez être accompagné sur une ou plusieurs des nouveautés que je vous ai présentées, parce qu'il y en a beaucoup qui nécessitent un accompagnement, n'hésitez pas à contacter votre référente ou votre référent. Dernier rappel avant de partir, le module agenda. On n'en a pas du tout parlé pendant ce webinaire, mais sachez que l'horloge tourne et que la fin de maintenance de l'ancien module agenda, c'est février 2024. Donc vous avez encore un petit moment, mais prévenir, c'est guérir. Donc faites bien attention et anticipez surtout le passage au nouveau module parce que eh bien, en février 2024, malheureusement, le nouveau module sera installé automatiquement et vous allez perdre, si vous en avez, vous allez perdre vos données actuelles. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous libère. Passez une belle journée et je vous dis à très très bientôt.